Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce mardi, la protection de l'enfant, la préoccupation est partagée par un réseau de parlementaires et l'UNICEF. Les deux parties travaillent depuis ce matin ensemble sur la définition d'un agenda commun pour 2017. Radif devant la presse ce matin, le réseau des associations de la diaspora togolaise en Île-de-France fait le point des travaux sur la rencontre internationale Sud-Togo 2017, ouverte hier à Lomé. En toile de fond, les projets de développement, le financement, l'appui des Togolais de l'extérieur aux associations et projets locaux. Enfin, sport, football, la CAN 2017 au Gabon, c'est maintenant seulement dans quelques jours. Ça commence le 14 janvier prochain, samedi donc. La mobilisation des fonds en faveur d'une bonne campagne des éperviers se poursuit. Les explications du ministre Guy Madié Lorenzo en charge des sports à suivre en fin d'édition ce soir. Voilà, madame et monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous ensemble donc pour la même cause. Ils sont des parlementaires constitués, eux, en réseau en faveur des enfants, de leurs droits et de leur bien-être. Un objectif qui fait écho avec la mission de l'UNICEF. Les deux parties définissent ensemble depuis ce matin des activités conjointes à mener pour le compte de cette année 2017. Les précisions, Ferdinand Tiassoua, Arnaud Kidjifou. Plus d'égalité et plus d'équité dans la planification, la budgétisation et la mise en œuvre des activités pour la protection des droits des enfants. Le réseau des parlementaires qui œuvrent pour cette noble cause est sollicité ici par l'UNICEF. Pour cette organisation, lorsque les parlementaires parlent au nom des enfants, leur voix résonne. Et pour que la Convention des droits de l'enfant soit respectée, à laquelle le Togo a adhéré depuis 1991, il est important que nous nous assurons que toutes les lois qui sont votées sont en faveur des droits des enfants et que les droits des enfants sont respectés à la fois pour leur bien-être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection, dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais aussi, il faudrait que les budgets des secteurs sociaux et donc des budgets qui touchent directement le bien-être des enfants soient des budgets conséquents pour permettre à ce que les enfants s'épanouissent. Les deux institutions vont définir des activités conjointes pour le compte de l'année 2017. Un engagement fort pour la protection des droits des enfants au Togo. L'UNICEF a toujours un plan-programme pour chaque État où il est représenté. Donc, nous allons voir effectivement tout ce que nous pourrons faire pour la santé, l'éducation des enfants durant toute l'année 2017. Les conclusions issues de ces travaux seront intégrées dans le plan de travail du programme de coopération Togo-UNICEF et fera l'objet d'une mise en œuvre efficace et concertée pour l'atteinte des objectifs du développement durable dans le secteur. Et notez que plus d'un quart de la population mondiale aujourd'hui a moins de 14 ans. C'est donc dire que la jeunesse constitue un partenaire à part entière dans la réalisation des ODD. À propos précisément des enfants, qu'est-ce qui est fait? Eh bien, voilà cela avec Arnaud Kidjifou. Les objectifs du développement durable ODD renforcent et élargissent les actions pour la promotion des droits des enfants. Parmi les 17 objectifs, au moins 9 objectifs et leurs sous-objectifs concernent directement les enfants et leurs droits. Ils se rapportent à leurs droits aux opportunités socio-économiques, à la non-discrimination, à la santé, à l'éducation, à la promotion, à la protection et à la justice. Selon le rapport sur la situation des enfants dans le monde de 2016, le Togo a enregistré des résultats encourageants.
Dans le domaine de la santé, la mortalité infanto-juvénile a été réduite de plus de 40% entre 1990 et 2015. L'éducation a doublé parce que pratiquement nous avons plus de 90% des enfants qui ont accès à l'école et il y a une parité garçon-fille, ce qui est rare dans la région. Ça, c'est des points positifs. Les taux se resserrent maintenant sur les objectifs qui ont connu du retard pour surmonter les défis encore existants. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, plus de la moitié des filles quittent l'école avant d'atteindre la fin du cycle primaire. Et si on va au cycle secondaire, c'est encore plus de filles qui quittent et beaucoup d'enfants qui quittent pour des raisons. Donc l'objectif maintenant est, dans le domaine de l'éducation, d'assurer un meilleur achèvement, c'est-à-dire que tous les enfants qui entrent à l'école puissent au moins terminer le cycle primaire, mais aussi améliorer l'inscription au niveau secondaire et au niveau tertiaire. Il est aussi important d'améliorer la qualité d'éducation et l'environnement scolaire pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des enfants. Mais aussi, il y a un problème d'équité parce que malgré ces bons chiffres, nous pouvons constater qu'il y a des disparités selon les régions. Il y a des régions où les taux de malnutrition et les taux de mortalité sont plus importants que d'autres. Il y a des régions où aussi le taux de scolarisation est aussi assez bas. Et il y a ceci est lié souvent aux conditions de vie des familles, à la pauvreté et à d'autres défis que nous devons relever ensemble. Donc l'objectif maintenant est d'avoir plus d'équité pour que les enfants les plus défavorisés, les enfants les plus vulnérables bénéficient des mêmes droits que tous les autres enfants. Le choix volontaire du Togo de se proposer comme pays pilote pour la mise en œuvre des 17 objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030 est une illustration de son engagement à promouvoir les droits humains et ceux des enfants en particulier afin d'assurer leur épanouissement. Encore un mot à propos de la protection de l'enfant, préoccupation évoquée également dans les savanes au cours d'une rencontre ministère Action sociale, acteurs de protection de l'enfant. L'accent est mis sur les conditions dans les centres d'accueil et d'hébergement du Togo. Un audit a été commandité. Les résultats font donc l'objet de cette rencontre. Le compte rendu des Aloy, notre bureau à Dapan. Responsables de centres d'accueil et autres acteurs, justice, santé et sécurité, avec le ministère en charge de l'action sociale pour une séance de restitution des résultats et échanges dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation des centres d'accueil et d'hébergement au Togo. De septembre à décembre 2015, une étude a été recommandée, une recommandation dans l'objectif de définir des stratégies pour une meilleure protection de l'enfant en se conformant aux standards et normes applicables aux structures d'accueil et de protection des enfants vulnérables. Et les résultats de l'audit présentent trois grandes catégories de centres. Les centres performants, ceux qui respectent les normes et standards. Les centres perfectibles, ceux qui sont proches des centres, des normes et standards. Les centres problématiques. Et dans le groupe des centres problématiques, nous avons 12 centres qui sont qualifiés de centres maltraitants qu'il faut nécessairement fermer. C'est ce qui explique notre présence dans les savanes. Partager avec les responsables des centres les résultats, trouver ensemble les mécanismes d'accompagnement des centres qui sont dans des situations critiques pour que nos enfants qui seront placés dans ces centres puissent être très bien protégés. 2 jours de rencontre servant aussi de dissémination à nouveau des dispositions contenues dans le document et mettre en réseau les centres performants, entre autres.
Un peu plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget exercice 2017 du Conseil de l'Entente adopté à Lomé. C'est l'essentiel à retenir de la 10e réunion des ministres du Conseil de l'Entente, réunion qui a pris fin ce matin. Augustin Kossi pour la précision. Le Conseil des ministres a examiné les points inscrits à l'ordre. Diverses orientations ont été définies à l'issue de la 10e réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. Elle porte essentiellement sur la réforme du Centre régional de formation et d'entretien routier CERFER et la mise en place d'un mécanisme entente de médiation et de gestion des conflits. Les différents rapports soumis au Conseil ont été validés et le budget exercice 2017 du secrétaire exécutif adopté. Il est estimé à plus de 3 milliards 300 millions de francs CFA. Les chefs d'État ont demandé qu'on fasse du centre un centre d'excellence, c'est-à-dire qui va accueillir les étudiants venus des pays de l'espace entente et au-delà même et au-delà. Et donc une réforme importante est en cours, un plan de développement stratégique a été mis en place. Le budget sert à réaliser nos activités qui sont dans le domaine de la coopération politique, la sécurité et puis le développement. En matière de développement, ce sont des projets, nous finançons des projets hydrauliques villageoises, électrification, centres de santé, écoles. Le Conseil a par ailleurs exprimé sa gratitude au président Faure Gnassingbé, président en exercice du Conseil de l'Entente, pour son leadership et le nouveau dynamisme qu'il imprime à l'institution depuis 2016. Il s'est également réjoui des différentes missions d'observation des élections effectuées en 2016, notamment au Niger, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Je voudrais une fois de plus, au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, vous remercier pour votre présence ici à Lomé et vous féliciter pour l'esprit d'union, d'harmonie et d'entente qu'il y a eu entre nous lors de cette journée, la 10e session de notre Conseil. Nous voulons également ici exprimer toute la satisfaction de nos chefs d'État pour le travail fait, pour l'adoption du rapport que nous venons de faire et espérer nous revoir prochainement afin de continuer à travailler ensemble dans l'esprit de l'entente, l'esprit de nos chefs d'État. 5 ans après la relance de ces activités, l'organisation sous-régionale se porte à merveille. Elle entend envoyer une mission auprès de la Banque africaine de développement pour lui renouveler sa confiance. Le projet d'accord de siège entre le gouvernement togolais et CERFER évolue et va se concrétiser en 2017 pour accroître ses moyens d'action et maximiser les réalisations au profit des États membres de l'espace. Autre rencontre à signaler, celle des cadres de l'administration maritime. Objectif, faciliter et simplifier au maximum les échanges commerciaux. La maîtrise de la convention dite FAL devra être un atout. D'où d'ailleurs cette réunion de Lomé, Sonia Médico, Antoinette Oumov. À ce jour, plus de 95% de l'ensemble des opérations du commerce extérieur dans le monde transitent par la mer, ce qui fait de ce maillon de la chaîne logistique des transports un véritable centre d'impulsion économique et un baromètre incontournable du commerce transfrontalier du Togo. Et pour faciliter ces trafics, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté en 1965 la convention FAL, une convention que le Togo met en œuvre sans l'avoir ratifiée. Il s'agira à travers cette rencontre de revisiter les textes pour une bonne compréhension par les acteurs. Cette convention, il est bon de la connaître, de connaître ses annexes, parce qu'elle offre
de nombreuses possibilités de simplifier les formalités maritimes. Il s'agit en fait de faire en sorte que le commerce maritime puisse être très efficace de manière à concourir au développement économique et social de tous nos pays. Le Togo dispose d'un port, le seul en eau profonde de la côte ouest africaine, dont le trafic atteint à ce jour plus de 2 500 000 tonnes par an et traite près de 80% des échanges commerciaux des pays. Le Togo a depuis quelques années mis en place des instruments pouvant faciliter et simplifier le trafic maritime. On peut citer entre autres le guichet unique. Avec l'existence du quai Bolloré et quai RCT qui ont des portiques sophistiqués dont la cadence d'embarquement des conteneurs de débarquement est très très efficace. Le gouvernement a mis en place le guichet unique qui facilite tout. Cette chaîne fait que nous accélérons toutes les formalités et que le but maintenant c'est d'attirer plus les chargeurs à utiliser le port autonome de Lomé pour importer leurs marchandises. Le Togo a fait un bond avec le sommet sur la sécurité maritime tenu en octobre dernier. La ratification et l'adoption de la charte de Lomé est donc un véritable engagement de faire de l'économie bleue un outil de développement. Nous l'annoncions également en titre tout à l'heure, la diaspora togolaise à Lomé entre stratégie et enjeux en matière de migration et développement. Depuis hier, les échanges entre différentes associations portent sur les projets, leur financement. Ce mardi, deuxième jour de cette rencontre internationale, les principaux acteurs ont fait le point des travaux devant la presse. Le compte rendu, Serge Tastom et Ramdan Bassina. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Impliquer la diaspora togolaise dans les stratégies de développement, c'est l'un des points principaux de la rencontre internationale Sud-Togo-RIS. Après des échanges, les acteurs locaux de la société civile et ceux de la diaspora se focalisent sur les stratégies d'aide au développement du Togo et les actions à mettre en œuvre pour une meilleure orientation de leur contribution dans la construction d'un Togo émergent. C'est vraiment un engagement fort des associations qui ont peu de moyens mais qui font de grandes choses. Aujourd'hui encore, on a vu des exemples de projets qui ont été développés par les associations qui sont des projets incroyables. La question du partenariat est très très importante dans le co-portage de projets parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus porter des projets tout seul. Si on veut avoir des moyens financiers de la France, on est obligé d'avoir des partenaires en France qui sont relais de l'action des projets et qui puissent permettre à l'association ici au Togo de développer les projets sur place. Aujourd'hui, RIS, ces rencontres internationales Sud, ne s'arrêtent pas à cette juste 2 journées. Il y a une suite. On a réussi à avoir, le Forum a réussi à avoir un financement européen qui permet de donner une suite, d'évaluer, de venir sur place, de faire rencontrer maintenant des interpays. Le manque de connaissance des acteurs et l'implication limitée des migrants dans le développement a poussé le réseau des associations de la diaspora togolaise en Île-de-France, RADIF, et ses partenaires à échanger sur le thème migration et développement, enjeux et stratégies. Des projets touchant les domaines de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes seront élaborés pour permettre aux différents partenaires de l'extérieur de s'investir pour une synergie d'action en faveur du Togo.
Il est 20h17 à l'étranger. En bref, en Côte d'Ivoire d'abord, la riposte n'a pas tardé. Le président Alassane Ouattara a limogé les chefs de force et des forces de sécurité après la mutinerie de Bouaké. Dans le même temps, le Premier ministre démissionnaire Daniel Kamblan-Duncan est propulsé vice-président de la Côte d'Ivoire et devient du coup le dauphin officiel du chef de l'État. Guillaume Soro, lui, est reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. Des chefs d'État de la CEDEAO dépêchés de nouveau à Banjul pour convaincre Yahya Jammeh de se retirer du pouvoir après sa défaite à la présidentielle. Rencontre prévue demain mercredi. C'est dans ce contexte que la Cour suprême annonce qu'elle ne se prononcera pas avant plusieurs mois sur le recours du parti au pouvoir qui demande notamment l'invalidation du scrutin. Sachez par ailleurs que Yahya Jammeh a limogé son ministre de l'Information et de la Communication. Et puis attendu cette nuit, le discours d'adieu de Barack Obama. Il rend les clés de la Maison-Blanche le 20 janvier prochain à son successeur Donald Trump qui profile lui son administration. Cela dit, retour chez nous au Togo avec ce don de la CET, la compagnie énergie électrique du Togo, don à la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Ramdan Bassina pour les précisions. Le service de soins pédiatriques du CHU Sylvanus Olympio de Lomé dispose de seulement 100 lits et berceaux et de 6 000 vaccinations par an. Améliorer le confort physique et moral des enfants et de leurs parents, voilà ce qui motive ce don de la CET. Notre présence ici ce matin s'inscrit dans le cadre de nos œuvres sociétales. En ce sens que le CHU Tocoin nous a sollicité dans le cadre des cadeaux de fin d'année aux enfants malades. Et nous avons répondu favorablement. Mais notre geste s'inscrit dans le temps, dans la durée. Nous sommes venus faire un don qui est constitué de 2 climatiseurs pour les salles de soins, d'un poste téléviseur de 44 pouces pour la bibliothèque, pour les enfants, pour égayer les enfants de longue durée d'hospitalisation, des chaises pour les mamans et ceux qui accompagnent les malades. Nous tenons très sincèrement à remercier la direction générale de la CET pour avoir pensé à nous pour ces dons-là. Et nous tenons à dire que nous allons accompagner les bénéficiaires pour un bon usage et surtout assurer la sécurité de ces dons-là. La CET, dans son action sociétale, entend être toujours à l'écoute des besoins et œuvrer au mieux pour l'épanouissement de la mère et de l'enfant. Le sport, la CAN Gabon 2017 et dans le reste de l'actualité. D'abord, la tournée de mobilisation des fonds du comité mis en place à cet effet. L'étape d'Atakwame et du Dapan. Yves Vivi, Désiré Aloy. Après les préliminaires de la CAN 2017, les éperviers du Togo font partie des meilleurs qualifiés à la phase finale qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Une participation des éperviers qui nécessite des moyens. Conscientes des erreurs connues de par le passé, les autorités togolaises ont mis en place un comité ad hoc bien structuré et qui doit mobiliser des fonds en vue de combler le besoin. Les collectes de fonds se font aujourd'hui par 3 moyens. Il y a la banque, Aura Bank, et il y a les 2 sociétés, les Flouz et puis le T-Money, pour envoyer de l'argent sur le compte du comité de mobilisation de fonds. Donc c'est par ce moyen. Donc nous avons donné toutes ces informations aux populations et nous croyons sincèrement qu'ils mettront la main à la poche
pour pouvoir nous permettre de réaliser ce dont nous avons parlé. Le comité a également précisé qu'un rapport financier sera présenté aux populations après la CAN. Nous devons rendre compte dans les 6 mois après la CAN aux populations. Et c'est un engagement que nous avons pris au nom du gouvernement. Et nous sommes venus le dire aux populations que nous sommes responsables de cela. C'est nous qui sommes venus leur demander de l'argent et c'est à nous de leur rendre compte. Et nous ferons pour que cela ne crée plus de problèmes. Le préfet de Logou, Edo Akakpo, a expliqué aux populations l'utilité du football au sein de la population. Pourvoyeur d'emploi, selon ce dernier, le football togolais mérite d'être soutenu et la gestion de 2013 ne doit pas déteindre sur la mobilisation des Togolais derrière les éperviers. Pour toute participation, les comptes Flouze 96 36 96 89 et Timoni 93 64 66 66 sont mis à la disposition des bonnes volontés. Germain Meba, avec d'autres membres du comité de mobilisation des fonds pour le soutien aux éperviers qualifiés pour la CAN 2017 au Gabon. Ils sont à pied d'œuvre sur le terrain. En tournée donc pour la bonne cause, celle de mobiliser 5 milliards de francs CFA. Ils sont à l'étape des savanes. Discuter et échanger avec les opérateurs économiques et autres couches sociales dans l'objectif de les amener chacun à mettre la main à la pâte pour une bonne participation des éperviers à la CAN. Nous ne pouvons pas vraiment travailler sans l'appui de la population des savanes. Aujourd'hui, vous avez constaté leur adhésion totale à cette idée de pouvoir contribuer pour nos ambassadeurs qui vont mouiller leur maillot très prochainement. Et donc, je tiens à dire merci à la population des savanes qui est sortie nombreuse pour accompagner les éperviers. Et s'ils le font, c'est dans le sens d'un souci de patriotisme. Le comité promet de travailler en toute indépendance et dans la transparence. Le comité de mobilisation fort de 8 membres travaillera pour que les comptes rendus soient régulièrement faits. Il n'y a pas de souci quant à ce qui concerne la transparence et les demises. C'est un sentiment national et une fierté d'œuvrer pour soutenir les éperviers. Avec les explications, avec les garanties que le comité nous a données, je pense que nous sommes prêts aujourd'hui, et je ne le dis pas à mon nom, vu ce qui s'est passé dans la salle, toute la population est prête à accompagner ce comité, à accompagner les éperviers pour la réussite totale, pour une victoire totale. Tous les dons peuvent parvenir via Timoné 93 64 66 66, Flouze 96 36 96 89, Orabank 0610 60 70 0101. Tout peut se vérifier sur le site web can2017-tg.com. La CAN débute le 14 au Gabon et le Togo descend dans la danse le 16 face à la Côte d'Ivoire, championne de la CAN précédente. Voilà, Togo-Côte d'Ivoire, match très attendu à propos encore de la mobilisation des fonds en faveur d'une bonne campagne justement des éperviers du Togo. Eh bien, nous vous l'annoncions en titre. Voici les explications du ministre Guy Madié Lorenzo en charge des sports. Il était hier chez nos collègues du Desk Sport. Tribune pour vous dire que en ce qui concerne l'organisation de la CAN, beaucoup de choses ont été écrites et dites. Il faut remettre les choses à leur juste place. Lorsqu'un pays organise quelque chose, c'est par rapport à ses moyens.
D'accord? Personne n'a jamais confondu quand on a fait un peu de comptabilité, un budget prévisionnel, avec des recettes concrètes, ou bien un budget totalement ficelé avec lequel les gens vont partir. On fait des hypothèses. Si nous arrivons à tel endroit, combien ça va nous coûter? Si nous arrivons à tel endroit, combien ça va nous coûter, et ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que dans toute chose, il faut se préparer. En espérant, même si ça fait mal au porte-monnaie, en espérant qu'on peut aller très loin. Le succès, parfois, coûte cher. Alors, c'est ce que les membres du comité de mobilisation, d'une part, et le comité d'organisation ont fait. À la CAN, il y a plusieurs phases. Le premier tour, le quart de finale, demi-finale et la série sur le gâteau, le NEC plus ultra, l'Olympe des Olympes, la finale. Imaginez que nous soyons des petits comptables et que nous nous arrêtions aux 3 premiers matchs. On fait les préparatifs, le budget, on se dit, ah c'est vraiment, il est petit ce budget, et on le fait pour cela. Et comme par miracle, nous arrivions à passer ce tour. Ce dont je suis certain. Qu'allons-nous faire si on n'avait rien prévu? On va se retrouver gros gens devant comme derrière. Et bien évidemment, on va commencer à se poser des questions, se gratter le menton. Et je suis intimement persuadé qu'on nous aurait dit que nous avons fait preuve d'imprévisibilité. Notre travail nous impose d'essayer de prévoir même l'imprévisible. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et quand on veut comparer, il faut impérativement aller regarder dans le dossier ce qu'il y a, la réalité qu'il y a derrière les chiffres. Sinon, on n'apporte pas l'information utile dont la population a besoin. Je voudrais rappeler aussi que le gouvernement a à cœur de respecter les dispositions des fédérations internationales. Le gouvernement n'est pas interventionniste. Nous laissons les fédérations internationales faire leur travail avec leur coach. Nous n'intervenons que lorsque cela rentre dans la sphère de nos compétences ou lorsqu'il y a une crise. D'accord? L'organisation des matchs de préparation relève, encore une fois, de la responsabilité du sélectionneur national et du président de la fédération de ce comité exécutif. Il n'appartient pas à un ministre de dire oui, je veux qu'on fasse tel match ou bien non, on ne fera pas tel match. Voilà qui a le mérite d'être clair. Il y a deux aspects que le ministre a abordés. D'abord, le budget. Un budget, c'est une prévision. Oui, je pense qu'il a très bien dit et il a mieux expliqué un peu. C'est vrai que beaucoup parlent de ces 5 millions parce que... Milliards. 5 milliards, qu'est-ce que j'ai ce soir? 5 milliards de francs CFA. Vous attendez des millions? 5 millions, c'est la prime de match. Justement. Vous êtes qu'il attend des millions. 5 milliards de francs CFA, c'est parce qu'entre-temps, oui, il y a eu, je pense,
du flou dans ce qui a été fait en 2013. Mais là, on parle de budget, ce sont des prévisions. Et puis peut-être pour lever un peu le coin du voile par rapport à ce qui se dit entre le Togo, bien comparant le Togo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a prévu un budget de 3 milliards, de 900 millions. Ça, c'est ce que l'État ivoirien donne ou bien va octroyer à la sélection ou à la fédération pour l'organisation de la CAN. Sans oublier que la fédération elle-même, exactement, elle a des moyens, elle a plus de milliards que nous, exactement, et qu'elle peut se retrouver à 6 milliards et même à plus. Et en plus de ce que vous dites, Alfred, il y a des sociétés qui vont aider qui vont énormément apporter quand même de l'argent à cette fédération, pour ne pas dire à cette sélection. Donc ce n'est pas 3 milliards de francs CFA pour toute la compétition de la Côte d'Ivoire. Minimum 10 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire seule. Même si, c'est vrai, la Côte d'Ivoire et le Togo n'ont pas le même poids économique. Maintenant, à notre niveau, je pense que c'est une prévision et je pense... Et c'est pour aller jusqu'au 5 février et ramener le trophée qu'on a mis, les 5 milliards. Merci. Parce qu'il faut rappeler que la CAF prend en charge du point de vue transport et alimentation, hébergement et puis déplacement interne. Les 23 plus les 7 du staff technique. Steven va me démentir si je suis sur la mauvaise voie. Maintenant, pour les primes, c'est l'État togolais qui les paie. Exactement. Pour les autres membres de la délégation, les journalistes, les supporters et tout ça, le transport interne, c'est l'État. Continuez votre Et vous avez tout dit. Mais s'il arrivait, par exemple, qu'on s'arrête en chemin, normalement, sur ces 5 milliards qui seront peut-être trouvés, il va falloir faire un compte par rapport au solde. Et le reste va revenir au sport. Au sport, bien à ce fonds d'aide au sport dont on a toujours parlé, et permettre quand même, je dirais, au public sportif de comprendre effectivement ce qu'il en est. Je pense que tout ce que le ministre a dit est clair et limpide. En plus, il faut préciser qu'on n'a pas encore les 5 milliards. Ce n'est pas de l'argent déposé dans une chambre et qu'on est en train de les chercher. Et Steven Labon. Non, mais je crois que vous avez tout bien résumé. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, et 5 milliards, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu, peut-être pas assez d'explications, comme le fait par exemple aujourd'hui monsieur le ministre en charge des sports. Donc là, ça permet de comprendre, ça permet de mieux comprendre. Dans les autres pays, jusque-là, c'est l'État qui donne. La somme qu'on voit, on entend sur tous les médias, c'est l'État qui donne. Et puis il y a des fédérations qui sont assez riches, comme le Ghana, que eux-mêmes prennent en charge une partie aussi de la participation de l'équipe. Et puis l'État aussi prend une autre partie. Donc, bon voilà, après, de toute façon, vous savez, c'est les antécédents. Toute cette situation-là, c'est causé parce qu'il y a des antécédents par rapport aux différentes mobilisations de fonds, à leur gestion. Voilà donc les explications du ministre en charge des sports à propos de la mobilisation des fonds pour les éperviers. Explications décryptées ensuite par nos collègues de la rédaction sport. Ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ lance du 2 au 16 janvier 2017 un appel à candidature pour former les jeunes porteurs d'idées d'entreprise et les jeunes entrepreneurs dans les métiers de fleuristes et de paysagistes. Un entretien de sélection sera organisé pour obtenir les candidats à former. La formation proprement dite aura lieu en février 2017 et se déroulera sur 10 jours à Lomé. Les conditions générales à remplir: être un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur évoluant dans le domaine de l'horticulture ou désireux d'apprendre dans le dit domaine. Avoir un âge compris entre 18 et 35 ans au 31 janvier 2017. Être de nationalité togolaise. Composition du dossier de candidature. Une fiche d'inscription à retirer au lieu du dépôt des dossiers ou à télécharger sur le site web du FAEJ www.faejtogo.org. Une copie d'une pièce d'identité, carte nationale d'identité, passeport ou extrait d'acte de naissance.
une lettre de motivation adressée à la directrice générale du FAEJ. Lieu de dépôt des dossiers. Les dépôts de dossiers peuvent se faire sous format physique ou numérique. Dépôt physique des dossiers. Le dossier de candidature ainsi constitué sera déposé au plus tard le 16 janvier 2017 à 17 h sous pli fermé portant la mention formation en horticulture à Lomé, au siège du FAEJ et à l'intérieur du pays auprès des partenaires que vous pourriez consulter dans le quotidien national de Togo Presse dans les différentes régions. Dépôt en ligne des dossiers. Le dossier de candidature peut aussi se déposer en ligne sur l'adresse mail suivante faej.com@gmail.com. L'objet du mail est identique à la mention apportée sur le pli fermé dans le cas d'un dépôt physique. La date limite du dépôt numérique des dossiers de candidature est fixée au 16 janvier 2017 à 17 h. Voilà, ainsi se referme cette édition du soir. Fin donc de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée.